Denain, c'est une ville sinistrée des années 90, on va dire, avec le départ de la sidérurgie, du textile, et une commune à reconstruire complètement au centre en particulier, puisque les usines occupaient le centre-ville. Donc les usines partent, sont rasées, et on a un espèce de terrain vague immense qui permet de reconstruire ce qu'on veut, mais la question justement, c'est qu'est-ce qu'on veut, quoi. Et le maire veut quelque chose dans lequel les habitants sont actifs et ne sont pas condamnés, comme dans la plupart des projets proposés actuellement, à ne rien faire, à regarder la télévision et attendre la location de chômage. Pourquoi je ne réponds pas comme tout le monde? Pourquoi je vais chercher la convivialité? Pourquoi je vais chercher le bricolage? Pourquoi je vais chercher le jardinage? C'est parce que moi j'aime bien, voilà, je suis déjà comme ça, je bricole, je jardine, j'aime bien être avec des gens, j'aime bien faire des choses. Et puis j'ai surtout lu Ivan Illich qui m'a séduit 20 ans avant encore, puisque c'était en 73 quand Ivan Illich écrit La convivialité et critique très méchamment le monde sur le danger qu'il y a à faire dépasser l'homme par l'outil. Ou, dit autrement, faire des outils qui ne sont plus utilisés par les hommes parce qu'ils sont trop complexes. Donc effectivement, ce concours nous permet de remettre en forme, enfin de mettre en forme une architecture qui n'est plus dans des critères d'esthétique, mais dans des critères de fonction, c'est-à-dire comment inventer un outil à dimension architecture, habitable, mais qui en même temps va sortir du cadre monofonctionnel de la plupart des habitats contemporains, dans le sens où, une fois qu'on y est, on n'a pas grand loisir de faire quoi que ce soit. Dès qu'on fait du bruit, c'est compliqué. Et puis, on y vient en général entre deux voyages, deux déplacements qui vous permettent d'aller rejoindre votre travail, quoi. Donc, c'est un dortoir la plupart du temps, où on s'ennuie, où les relations sociales ne sont pas extraordinaires. Elles ne peuvent pas l'être d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de raison qu'il y en ait. Et donc cette proposition essaye de reconstruire du lien, propose des surfaces collectives, propose des ateliers de réparation, propose des potagers, propose des associations éventuellement pour évidemment vendre ou en tout cas répartir les produits de l'immeuble. Et puis pour essayer d'être dans la modernité technologique aussi, puisqu'il en faut, on rajoute tout ce qui permet d'avoir l'autonomie énergétique, c'est-à-dire des panneaux solaires, des éoliennes, et également le captage de l'eau. Je trouve que c'est important de resituer cette démarche dans quelque chose qui n'est pas du tout technique au départ, mais qui est vraiment une approche sur une façon de vivre. Si on peut penser que l'architecture ne se préoccupe plus tellement de la façon de vivre, puisqu'elle est prise par l'esthétique, par les normes, qui ne sont pas très souples et pas très porteuses d'une philosophie de vie, le projet de Denain se pose quand même vraiment en 95 sur cette idée de changer notre façon d'habiter, notre façon de partager l'habitat et de le subir. En 95, la question écologique n'était pas du tout celle qu'elle est maintenant, c'est-à-dire qu'effectivement il y avait des personnes éclairées qui sonnaient un peu l'alarme, mais pas au point où on le fait maintenant, c'est-à-dire que les questions du climat, quelques personnes se posaient des questions. Beaucoup de ministres même les contredisaient ouvertement en traitant ceux qui s'inquiétaient de pessimistes. Maintenant, effectivement, je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a effectivement une urgence non seulement climatique, mais une urgence de comportement, c'est-à-dire qu'il n'est plus question qu'on continue pendant des décennies à vivre comme on vit actuellement, il n'est plus question qu'on
qu'on gaspille, il n'est plus question qu'on attende que les choses nous soient servies dans un plat, il n'est plus question qu'on jette l'argent par les fenêtres. Et je crois que la question qui, il y a 20 ans, se posait de façon opposée. C'est-à-dire que moi, quand on faisait ce projet à l'époque, on s'opposait à une non-question. C'est-à-dire qu'en réalité, l'habitat, bon, il était tout à fait normal qu'on fasse des appartements T3, T4, avec des surfaces réglementées. Il était hors de question de mettre ça en défaut et d'inventer quelque chose qui aurait changé tout l'attirail administratif. Donc on était plutôt dans une révolte, une opposition, je ne sais pas comment dire, d'opinion. C'est-à-dire que moi je ne supporte pas d'être dans des petites surfaces, je ne vois pas pourquoi les autres le supporteraient. J'adore travailler de mes mains, je ne vois pas pourquoi les autres ne pourraient pas le faire. Quand on travaille de ses mains, on fait du bruit, on a besoin de place. Pourquoi les autres n'auraient pas cette liberté? Donc il y avait une question vraiment de pratique de vie. Maintenant, la question reste. On peut toujours imaginer qu'effectivement, il faut augmenter les possibilités de liberté dans son habitat, d'initiative. Mais en plus, il y a l'urgence planétaire qui n'était pas très lisible encore en 95. Effectivement, c'est quelque chose qui est assez important, qui est très important en ce moment, de voir qu'est-ce qu'on veut. Enfin, c'est pas l'architecture d'aujourd'hui, c'est plutôt préparer ce qui se passe demain. Et demain, c'est pas dans 10 ans, c'est vraiment demain, dans le sens, on a eu une conférence l'autre jour, on a rencontré Jean Jouzel qui on fait les constats qu'on connaît depuis des années, hein, sur le climat, sur les voyants qui sont au rouge. Et c'est vrai que moi, je me demande souvent, qui va prendre conscience, qui prend conscience, et comment on ne peut pas changer un peu tout, parce qu'il y a tout qui va quand même mal. Donc, mais bon, ceci dit, il y a plein de choses à imaginer aussi. Ça, le pendant de ça, c'est que vu qu'il y a plein de voyants qui sont au rouge, on peut imaginer plein de solutions pour plein de domaines, mais notamment pour le logement et pour la ville, les campagnes, pour les territoires, quoi. C'est-à-dire qu'il faut venir reperturber un peu les choses en place pour pouvoir les faire bouger, parce qu'aujourd'hui, la façon dont la ville se dessine et se décide, on n'a absolument plus l'emprise pour pouvoir agir, sauf à des micro-échelles, à travers des associations, des actions plus ou moins groupées, etc. Donc ça, c'est primordial qu'on reprenne un rôle décisif sur lequel on va pouvoir insuffler certaines pensées, certaines volontés pour faire bouger les choses. Moi, je me permets encore d'être naïve parce que je suis encore étudiante et j'ai 22 ans, j'ai le droit d'être naïve. Mais les choses nous viennent petit à petit et on se rend compte du monde qui nous entoure vraiment par bribes. On se rend compte à quel point c'est immense en fait. Ce système dans lequel on est né et dans lequel on est ancré, c'est immense. Et du coup, je pense que construire demain, c'est petit pas par petit pas et ça va être un très très long chemin. Mais oui, je pense que c'est possible. Mais j'ai le droit d'être naïve. On se rend compte qu'en fait, on va plus avoir de matière pour construire. Épuisement des ressources dans des échelles totalement incroyables, dans le 10, 15, 20 ans, même plus de sable pour faire de béton. Donc du coup, on a voulu questionner notre rôle et même notre existence de concepteurs et constructeurs dans ce système-là. Et en parallèle de ça, on s'est rendu compte qu'il y avait à la fois une méconnaissance de la matière première et aussi une méconnaissance des savoir-faire qui permettaient de construire à partir de cette matière. Donc en fait, on avait abandonné le rapport réel à la matière en choisissant sur catalogue des produits et plus des techniques. Et de la même façon, on a abandonné les gens qui fabriquent en remplaçant le plâtrier par le plaquiste et en remplaçant le maçon par le préfabricateur. Voilà. Et donc ça a été une découverte assez bouleversante parce que à la fois on a le sentiment que tout se dérobait et que du coup les aspects constitutifs des bâtiments allaient disparaître, mais que par ailleurs, ce qui permettait aussi sa mise en œuvre allait également disparaître. Il y a énormément de questions qui sont déjà gérées dans le PLU par des codes de couleur, de hachures, etc. Sur chaque parcelle. Donc on n'est plus sur des grands plans directeurs, on a commencé déjà à
identifier le potentiel historique, patrimonial de certaines parcelles, où il ne faudrait absolument pas les toucher. Donc venir réappliquer en disant, voilà, moi cette parcelle elle est inconstructible, elle va servir à... Une autre notion importante, c'est qu'on connaît aussi parfaitement sur tout l'ensemble de Paris le niveau d'insalubrité de chaque immeuble. Il y a énormément d'immeubles qui sont insalubres, qui mériteraient d'être démolis, c'est-à-dire n'ayons pas peur de temps en temps de faire un peu table rase, et de voir ce qu'on reconstruit à la place, et de reconstruire différemment, peut-être plus à l'alignement. Enfin, on a eu la chance de réfléchir sur l'initiative de Ports en Parc, sur des notions d'îlots ouverts. On peut encore aller plus loin que ça, et éviter cet urbanisme de ZAC où c'est le même dessin partout en France. Vous avez le grand parc central au milieu, le poumon vert, toutes les eaux de ruissellement drainent là-dedans, et puis on a des bâtiments alors sur des petites échelles de 40-50 logements qui vont être autour. C'est catastrophique, c'est-à-dire que je ne sais même pas comment on va redensifier ces choses-là, comment ces choses vont faire ça. C'est le mal pavillonnaire des années 70, on le refait à une échelle un peu plus grande de la ZAC, et elles sont toutes dessinées sur la même façon. Tout se ressemble, l'esthétique, même les architectes, je ne sais pas où ils sont formés, je ne sais pas comment ça se passe ou pas, mais bon, tout se ressemble, tout est pareil, même lorsque il y a quelque chose d'un peu original dans l'architecture, ça va être pris partout ensuite, et finalement il n'y aura vraiment plus rien d'original. Donc c'est vrai que quand on propose un projet comme ça, forcément l'esthétique qui va se dégager, elle ne va pas ressembler à ce qui est produit aujourd'hui. Même si, bon, on essaye de cadrer certains trucs et tout ça, je veux dire, si on utilise des panneaux solaires, si on utilise ça, plus ça, plus ça, forcément, l'architecture du bâtiment, ça va se ressentir. L'idée qu'il y a derrière, en même temps, tant mieux. Parce que si, quand on voit un bâtiment, on ne ressent pas l'idée qu'il y a derrière, je pense que c'est que l'architecte a foiré son travail. Mais... Et du coup, forcément, l'idée qu'il y ait comme ça une espèce de truc, ça fait... C'est étrange. C'est étrange, et comment ça s'inclut avec le reste ? À la fabrique de la ville, on a pu le voir au premier semestre lors de rencontres, c'est des aménagements concertés, mais la concertation, il y a des acteurs qui ont beaucoup d'intérêts économiques aussi, la promotion immobilière notamment, et les bailleurs sociaux. Et est-ce que leurs intérêts sont compatibles avec le monde de demain? C'est vrai que c'est ces personnes-là finalement qui fabriquent la ville, au-delà des grands projets qui sont souvent pilotés par les villes, mais en même temps, c'est quand même eux qui fabriquent la ville, et une ville assez uniforme et pensée pour un modèle d'habitat et un modèle économique où il faut construire pas très très cher, vite. Donc il y a ça comme problème aussi, je pense. En tout cas, aujourd'hui, il y a une loi qui définit, qui pose les bases de 2 véhicules juridiques pour accompagner ce type de projet, des projets d'habitat participatif, avec le modèle de la coopérative d'habitants et le modèle de la société d'autopromotion, d'attribution et d'autopromotion, qui sont donc 2 véhicules juridiques spécifiques pour développer des opérations d'habitat participatif. Ce sont des articles qui ont été votés dans le cadre de la loi ALUR et qui attendent toujours, 1 an et demi après l'apparition de la loi, leur décret d'application. Et d'après ce que je sais, ce n'est pas aujourd'hui la priorité du gouvernement et de ses services que de travailler sur la sortie de ces décrets, qui demandent par ailleurs des négociations et de la concertation entre les différents acteurs du monde de l'immobilier, que sont à la fois les banques et les assureurs, pour délivrer la garantie financière d'achèvement, puisque c'est là où il risque d'y avoir il y a des soucis pour le financement de ce type d'opération. Mais surtout, il y a quelque chose qui renforce aujourd'hui la crainte de l'aspect anarchique des choses. C'est la question centrale de l'autarcie qui est là, à savoir que ça s'écarte du marché. Comme aujourd'hui, tout est dépendant du marché, quoi qu'il arrive, parce qu'il n'y a pas de projet politique, hein, il n'y a absolument aucune raison qu'il y en ait. Il y a une règle, ça rapporte ou ça ne rapporte pas. Ça rapporte, on le fait, ça ne rapporte pas, on ne le fait pas. Là, non seulement il y a un risque avec
avec échapper au marché, ça veut dire que on donne une autosubsistance à des gens qui ne vont pas aller acheter les produits qu'on leur ordonne d'acheter. Ils sont dans un système qu'ils peuvent eux-mêmes gérer économiquement. Ils sont presque déconnectés à la limite avec des énergies telles que moi je le suis, hein, avec ma maison dans la Creuse par exemple. Je ne suis pas relié au réseau. Mais j'ai quand même une énergie, j'ai l'électricité, j'ai Internet, il n'y a pas de problème. Hein. Ça c'est par le fil du téléphone, cela dit. Mais il faut quand même une liaison. Oui, on est quand même tributaire de ça. Mais on pourrait imaginer qu'il n'y en ait pas. Oui, et se retrouver dans des situations complètement indépendantes. Bon, ben ça, le marché déteste ça. Il le déteste. Donc, même si tu as un commanditaire élu, politique, responsable, qui est d'accord avec ses idées, il aura énormément de mal à les faire passer lui-même, donc il va pas y aller, quoi. N'étant pas architecte et étant à l'extérieur de ce milieu, c'est vrai que ces bâtiments-là sont tellement des évidences pour les néophytes. On se dit le matin quand on allume la radio, on voit tous les problèmes qui existent, écologiques, énergétiques, des problèmes du vivre ensemble, d'intergénérationnel, interculturel. Tous ces problèmes nous assaillent tous les matins et on se dit que là, il y a une proposition qui peut amener des solutions. Alors, si on est un peu scientifique, on se dit que quand on cherche des solutions à des choses, on émet des hypothèses, on fait des propositions. Et ces propositions, quand on pense qu'elles ont une possibilité de résoudre le problème, ben au moins on les essaie. On tente la chose. Qu'est-ce que ça coûterait? Évidemment, un certain coût. Mais est-ce que ce serait vraiment insurmontable d'essayer ce type de proposition sur un immeuble? Et puis, voilà, après d'évaluer, est-ce que ça a fonctionné, est-ce qui n'a pas fonctionné sur le plan énergétique, en termes d'échange entre les gens, en termes de vie du bâtiment, est-ce que ça a apporté un embryon de solution à l'ensemble des problèmes qu'on a. Évidemment, si ça n'apporte pas de solution, on peut considérer qu'on ne va pas renouveler l'expérience et tenter autre chose, mais je ne comprends pas pourquoi on ne tente pas, alors que finalement, ce n'est pas grand-chose. Et là, ça m'amène à me poser la question des élites. Godin, quand il gagne beaucoup d'argent avec ses poils, il se dit « je fais le familistère de Guise ». Il tente quelque chose, il a lu des choses, il se dit « ça peut marcher, ça peut apporter à mes ouvriers, à la société qu'on fait ensemble, ça peut apporter un plus dans le mode de vie, dans un mieux-être ». Et il tente la chose. Bon, ça a été ce que ça a été, ça n'a pas duré, ça a été une expérience. Mais je trouve que c'est bien d'avoir tenté l'expérience. Ce qui peut se passer en attendant le choc, qui est celui d'une catastrophe, ce sont des initiatives isolées les unes des autres, petites et venant de la base. Ça ne viendra jamais d'en haut. Parce qu'en haut, c'est surveillé. C'est trop important. C'est par là que tout se passe, toutes les tractations. En bas, ça échappe. C'est impossible. C'est très très compliqué pour ces gens-là. C'est pourquoi on voit que toutes les petites initiatives, je fais partie d'un groupe qui étudie une monnaie complémentaire, c'est banal, il y en a maintenant de plus en plus dans la Creuse, mais il y en a partout, mais c'est pas anodin. Ça veut bien dire quelque chose. C'est justement pour relancer une économie qui est de l'ordre, pas exactement de la vision autarcique, mais de la possibilité de se rendre indépendant d'un marché qui tue. Qui fait que ça. Il nourrit 10% et tu le restes, quoi, en gros. Et là, c'est une réaction à ça. Et ça, il y en a partout. Donc pour l'instant, c'est ça l'alternative ambiante, ce sont ces multiples petites initiatives qui ne sont pas fédérées entre elles, pour le coup, mais peu importe, qui se connaissent, parce que maintenant, il y a quand même une forme de fédération, je dirais, virtuelle, dans le sens où ça peut être mis en réseau par Internet. Hein. La monofonction fait monoforme, hein, c'est-à-dire que on voit, d'ailleurs c'est pas très difficile de voir la saturation de l'inspiration esthétique, c'est-à-dire que on va commencer à colorier les balcons, on les fait plus ou moins longs, on plante un arbre qui ne poussera pas parce qu'il y a 20 cm de terre, enfin il y a un design vert mais qui est bloqué par
on va dire, des coûts et des esthétiques administratives qui ne dépassera pas, je pense, la terrasse plantée, quoi. Donc, si on ne va pas dans des solutions beaucoup plus radicales qui construisent des ensembles avec plusieurs fonctions, c'est-à-dire la fonction d'habiter, mais la fonction de vivre ensemble, de cultiver son jardin, de ramasser l'eau, de faire de l'énergie, de réparer des voitures, de garder les enfants, enfin, on va dire, les cités radieuses étaient un peu un embryon de cette tentative. Moi, je veux bien reprendre à mon compte l'extension des cités radieuses, qui était une proposition où, effectivement, dans le même immeuble, dans le même objet d'architecture, il y avait plusieurs fonctions. Là, il y a non seulement des fonctions humaines, mais il y a aussi des fonctions techniques. Et je compte sur ces fonctions techniques pour ouvrir l'architecture sur des esthétiques différentes qui l'éloignent du simple design. C'est-à-dire que si on met des éoliennes, je ne vais pas dessiner des éoliennes à chaque fois, on va choisir des éoliennes en fonction du lieu, en fonction des vents. Si je dessine des panneaux solaires, si je mets des panneaux solaires, je ne vais pas dessiner les panneaux solaires. C'est des objets qui ont une esthétique propre et qui, par leur esthétique, vont compléter, vont complexifier la proposition d'architecture. On va réfléchir l'urbain différemment, c'est-à-dire qu'on ne sera plus à l'alignement, la rue sera différente. Il n'y aura plus le vélo, l'arbre, la rangée de vélos, l'allée pour les vélos, la rangée d'arbres, l'allée pour le stationnement et les deux rangées de circulation. Alors, il faut réfléchir les choses différemment, avec tous les problèmes que ça génère de sécurité, tout ce qui est la folie qui nous cadre. Il faut faire mieux, ça, il n'y a pas de doute. Après, la question, c'est presque une question politique de dire comment on envisage. Le rapport à l'architecture est très particulier parce que nous, on est toujours, en tant que concepteur, on est au service de nos maîtres d'ouvrage. C'est-à-dire qu'on construit assez rarement pour nous, voire jamais. On construit pour quelqu'un, pour servir ses intérêts, pour servir sa vision à un instant donné. Et la notion de la loi de l'architecture de l'intérêt général, pour moi aujourd'hui, elle est à des années-lumière de ce que je vois étant produit aujourd'hui. Et je pense que les architectes ont une grande responsabilité, les maîtres d'ouvrage également, et la puissance publique en premier lieu. Parce qu'à un moment donné, la puissance publique est aujourd'hui le seul garant de cette volonté de faire différemment. La presque majorité, on peut vous dire, je crois même la totalité des responsables politiques aujourd'hui, ignorent le vivant, mais ignorent tout de l'écologie. Ils en parlent comme sujet politique. Mais ils ne savent pas ce que c'est, qu'ils ne peuvent pas mettre un nom sur une plante, ils ne savent pas ce que c'est qu'un écosystème, ils n'ont aucune idée là-dessus, parce qu'ils n'ont aucune formation là-dessus. À l'ENA, on n'apprend pas ça. Donc, bon, voilà, c'est tout. Mais pour eux, c'est un langage totalement éloigné. Ils sont très très loin du terrain en général, mais alors là, encore plus, quoi. Aujourd'hui, on fait des programmes où tout est du minimum, c'est-à-dire que voilà, je veux dire, tout est minimum, voilà. Et on voit des projets de logements sociaux, qui sont recalés, alors qu'ils proposaient des espaces de rencontre, des espaces mutualisables, des espèces d'espaces de circulation XXL où il peut se passer des choses et tout ça. Les bailleurs disent « Oh ben non, après on va pas savoir gérer, vous vous rendez compte là, c'est pas possible ». Plurifonction, un pluriusage, pas forcément bien vu, j'en sais rien. Cela dit, c'est contradictoire avec certaines choses. Quand tu vois un centre commercial, par exemple, tu peux tout faire. Tout juste, tu fais pas aussi de la gymnastique là-dedans. Donc, tu vois, c'est bizarre. Mais c'est une forme de centraliser plutôt du commerce, tout simplement. Et là, il faut y aller. Tu crois que c'est le commerce qui a fait ça? Non, je ne dirais pas que c'est le commerce qui a fait ça. C'est un système compliqué, parce que c'est pas seulement le commerce. Là, le commerce, pour beaucoup, il a perdu aussi. Les petits commerçants y ont perdu. La petite échelle a perdu. Et la grande échelle a gagné, puisque c'est la concentration des systèmes de production et de distribution. Donc je ne pense pas que ce soit... Mais c'est une vision aussi, une vision idéalisée de la ville. Chez nous, en France, on a copié, à partir de Paris 2, qui a été un des premiers grands centres commerciaux, on a copié le modèle américain. Mais copié, quoi. Oui. On n'a absolument pas réfléchi. On a pris le truc
Comme on fait des ronds-points partout, on a copié le rond-point, le roundabout, alors il fallait faire ça, alors on multiplie, mais stupidement, hein, même quand c'est absolument pas du tout utile, en détruisant des espaces, des rôles, des modes d'emploi, et en détruisant une échelle qui est l'échelle artisanale, que je trouve être une échelle extrêmement importante, parce que moi j'ai jamais vu un artisan malheureux, c'est très rare. Tu vois, quand tu vas les voir, ils sont dans une activité où ils savent qu'ils font quelque chose. Ils ne sont pas des robots dans une grosse entreprise ou un centre de distribution, un supermarché. Ils font quelque chose. C'est pas du tout pareil. Humainement, ça ne se compare pas. Je crois que j'ai compris beaucoup de choses en venant habiter à la campagne. Étant urbaine pendant très longtemps, pendant 35 ans, j'ai habité en ville. Et d'un coup, je me suis installée à la campagne. Et là, quand on voit les champs, quand on voit les ravages, les talus qui disparaissent, la quantité de produits qu'on met sur les cultures, le lisier qu'on répand à tout crin, qu'on voit ces usines agroalimentaires, bon, évidemment qu'ils fournissent du travail à des gens, je ne critique pas les gens qui en vivent, mais quand on voit tout ça, on prend conscience d'un certain nombre de choses, et tout d'un coup, l'idée écologique, ça devient autre chose qu'une préoccupation de bobo qui a envie de manger un petit peu mieux pour un petit confort personnel. On se dit qu'il y a vraiment un enjeu et que réintroduire du bien vivre et du bien manger dans les villes à travers ce type d'expérience, c'est aussi peut-être faire à nouveau entrer la campagne dans la ville. Et ça, je me dis qu'il y a une telle opposition en France, entre, peut-être ailleurs aussi, hein, mais entre le rat des villes et le rat des champs, avec le rat des villes qui se considère comme tellement supérieur au rat des champs et qui considère l'autre comme un bouseux, franchement, et ça, je pense que cette hiérarchie existe toujours. Ce type de projet qui est un peu une façon que la campagne aurait de s'immiscer à l'intérieur de la ville, c'est peut-être quelque chose aussi qui est source de rejet. L'autonomie, pour moi, c'est simplement, soit individuellement, ce que dit Ivan Illich aussi, la capacité qu'on offre aux gens de décider eux-mêmes de leur vie, de décider eux-mêmes des temps et du choix de leur activité, de ne pas être simplement un objet vivant dans un vaste marché qui décide en gros à peu près tout ce que vous devez faire, les études, les travaux les plus rentables, l'argent le mieux placé, etc., etc. Donc je pense qu'il y a une place pour ce genre d'architecture, l'architecture étant dans ce cas présent, précis, un outil de convivialité, c'est-à-dire c'est un endroit où on pourra faire des choses ensemble, décider de son temps, décider de ce qu'on fait, ne pas dépendre à 100% du monde extérieur, mais ne pas non plus être coupé du monde extérieur. Je ne vois pas pourquoi on devrait critiquer une autonomie relative ou la comparer en tout cas avec une autarcie, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que j'ai mes légumes sur la terrasse que je ne peux pas les vendre. C'est pas pour ça que je ne vais pas acheter des légumes à l'extérieur. Ça permettrait probablement et certainement d'occuper des gens qui n'ont plus d'occupation, que ce soit des retraités, mais que ce soit aussi des gens sans travail. Un jardin, c'est beaucoup de travail. Pour nourrir 25 foyers, par exemple, il faut 5 ou 6 personnes quasiment à temps plein entre l'entretien du jardin, entre la distribution, entre la remise en état permanente d'un potager. C'est un gros travail auquel les gens ne sont plus habitués, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient le faire. Et donc le faire vraiment et en ville, c'est une idée qui me plaît beaucoup. Oui. Si tu veux résoudre le fait d'avoir à manger pour son quartier, moi je pense que assez rapidement tu peux y arriver. La question c'est si le quartier à côté n'a pas à manger. C'est ça la question qui va se poser. Donc la réponse ça va être de se protéger, parce que ça va être de dire attends, moi j'ai mon quartier qui est autonome, mais celui d'à côté ne l'est pas. Donc, et c'est là, au mon sens, où je pourrais pointer si tu veux, une inquiétude, mais je dis pas que c'est pas possible. Oui, je pense qu'il y a une grande partie de la population qui est nostalgique de quelque chose qu'ils n'ont même pas connu, comme ma génération par exemple. Toi, tu aimerais faire du potager.
Moi, j'adorerais prendre... je dis toujours, le temps, ça se prend, quoi. C'est vrai, la vie qu'on mène aujourd'hui nous demande de travailler énormément, de faire énormément de choses, de bouger énormément. Les transports, ça prend du temps. Les villes aujourd'hui sont faites en sorte de travailler, dormir et s'occuper de la famille, j'imagine. Et encore. Et encore. Mais j'aimerais avoir le courage de prendre le temps. Nous habitons tous la même maison, je le disais tout à l'heure. Notre enjeu, c'est d'être des voisins solidaires, c'est d'être des voisins bienveillants, c'est d'être des voisins qui se respectent, c'est d'être des voisins qui respectent leur environnement, mais c'est pas d'être des voisins qui vivent dans leur autonomie. Aujourd'hui, pour moi, l'enjeu à nos petits niveaux d'opérationnel et l'enjeu peut-être à un niveau plus large de l'humanité, c'est de comment on va arriver à vivre ensemble. On dira que pour 1000 m² en permaculture, entre 500 et 1000 mètres, il faut une personne. Alors là, c'est du plein temps, mais comme il y a des recyclages, et il y a plusieurs, surtout si c'est très intensif, on peut aller jusqu'à 5 personnes qui travaillent dessus. Et là, ça dépend de la productivité, de la rentabilité pour les faire vivre, ces 5 personnes. Mais c'est de cet ordre, hein, c'est-à-dire que c'est beaucoup de monde pour très très peu de surface. Et qui va produire entre 50 et 80 paniers. Donc on produit pour un nombre de familles, parce que ce sont généralement des AMAP et des gens qui se redistribuent, qui font ça localement. Là, c'est aussi énorme. Donc sur ce fonctionnement-là, on n'a pas d'inquiétude. Hein. Oui, je cherche aussi l'occasion de sortir de cette stérilité du dessin, c'est-à-dire l'architecture qu'on nous propose, même dans ces versions, on va dire un peu agitées, sont quand même très, très tranquilles, très ennuyeuses, très sages, avec un design superficiel. Donc les plans n'ont pas changé non plus. Il y a très peu de fonctions collectives. En dehors de la cage d'escalier, tout le monde est condamné à rentrer chez soi. Je pense que ce genre d'objet permettra d'envisager beaucoup plus de solutions de cohabitation, c'est-à-dire des covoiturages, des laveries collectives, des garderies d'enfants, en plus des potagers évidemment, mais des lieux de réparation, des ateliers, où la main revient comme quelque chose de récurrent et où l'esthétique retrouve une forme de truculence qu'elle a perdue depuis l'abandon ou la dissociation des fonctions. Je suis bergère, mais je travaille en Seine-Saint-Denis. Bon, comme vous ne me croyez pas, j'ai amené Twiggy. Michel, si tu peux amener Twiggy. Il a toujours rêvé d'être berger. Alors, avant de rencontrer Twiggy, j'étais chef de chantier dans le BTP. Et ma spécialité, c'était le béton. En 2012, avec 5 amis, on s'est lancé dans l'agriculture urbaine. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était des animaux. Alors, on a commencé avec des moutons, parce que, bon, c'est autonome, c'est pas trop gros. Et les moutons doivent paître tous les jours. Donc, le plus simple pour les déplacer, c'était de transhumer à pied, en ville. Et on a rencontré plein de gens qui nous souriaient, qui nous disaient qu'avec les animaux, la ville devenait plus supportable. Puis le troupeau s'agrandit, on a eu besoin de plus en plus de terrains et on nous a proposé des terrains. Universités, entreprises, bases militaires. Alors ces terrains pâturaient, fertilisés naturellement par les moutons. C'était dommage de rien en faire. Donc on a pu semer, on a entretenu, on a récolté. Et de fait, en cultivant, on s'est retrouvé avec pas mal de déchets, des feuilles, des branches, des fruits pourris.
Et puis, comme on était en ville, les habitants autour nous apportaient aussi des épluchures. On était la bonne occasion, quoi. Pour ne pas gaspiller, on nous apportait du pain. Donc on s'est retrouvés sous une montagne de déchets. Et on a dû faire appel à la sous-traitance, aux poules. Alors ces restes triés, décomposés, on les a redonnés à la terre. Le sol était encore meilleur et on a eu encore plus de récoltes. Des citrouilles, des tomates, des haricots, enfin génial. Comme ça, sans le savoir, on s'est retrouvés à la tête d'un vrai cycle de production, local, vertueux et surtout délicieux. Et aujourd'hui, on a 3 bergeries, 22 hectares de prairies, 54 moutons, des poules, un potager, des fruitiers, et demain, des vignes, du vin, des céréales, et pourquoi pas une laiterie. Aujourd'hui, on consomme une partie de notre production. On mange le fruit de notre travail. On vit de notre ville. On est devenus des paysans, mais des paysans urbains. Alors on aurait pu en rester là, manger nos tomates en gardant nos moutons. Sauf qu'on n'était pas seuls. C'est comme si la ville et ses habitants attendaient que quelqu'un se jette à l'eau pour prouver que c'était possible. Alors aujourd'hui, on veut mettre notre regard paysan au service des villes en transition. On veut permettre aux entreprises et aux collectivités de participer à ce changement. Parce que la ville, ce n'est pas du tout un espace perdu. C'est plein d'infractuosités, de bordures, de parcs et de rivières. Et ces espaces verts, tristes, j'ai presque envie de dire hygiénistes, se transforment en espaces généreux et dynamiques. Parce que nous, on croit en ce terroir. On croit que ce terroir a plus besoin de paysans que de techniciens en espaces verts. Et nous sommes résolus à transformer la ville, pelouse après pelouse. Merci.